Où vont les Marocains? Crise de confiance, crise de conscience, crise de repères. Alors, la citoyenneté, elle est où, en fait? Hmm. Est-ce que c'est l'État qui doit se mêler de la citoyenneté? Non. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est les Marocaines et les Marocains qui doivent se prendre en main? Ou c'est celles et ceux qui sont en responsabilité, qui doivent tracer un horizon, qui doivent tracer une vision? On ne sait pas ce que c'est qu'être citoyen si on n'est pas inscrit dans une liste électorale. C'est qu'on ne l'est pas. C'est-à-dire cette perte de conscience politique, Ouais. cette perte de conscience citoyenne. Le débat public s'est appauvri énormément. Les médias, je pense qu'elles ne jouent pas beaucoup leur rôle non plus. En fait, le véritable espace aujourd'hui, où il y a du débat, où il y a des prises de position politiques au sens large du terme, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, heureusement, ont rempli le vide. C'est soit l'immigration, soit au moins sur un réseau social, au moins on communique. Septième sens, votre format dédié à donner, ou à redonner plutôt d'ailleurs, du sens au sens avec une invitée femme engagée, intellectuelle aujourd'hui, en l'occurrence, c'est la personne de Bouchra Boulouise. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est moi qui te remercie. Je rappelle Bouchra Boulouise, essayiste, écrivaine et consultante en communication, sur un débat septième sens aujourd'hui, très ouvert sur l'environnement extérieur dynamique, ces zones aussi de perturbation qui traversent ou qui traverseraient notre société. Donc on va essayer de prendre le temps avec vous, dans le cadre de cette émission et de ce format septième sens, pour mettre en perspective. Très souvent, on pose la question sur une thématique générale, où va le Maroc? Et puis avec vous, aujourd'hui, ça va être où vont les Marocains? Où vont les Marocains? Certains pointent du doigt leur incivilité. Ce qui était également pointé du doigt, c'est un Maroc à plusieurs vitesses, pas forcément à 4 vitesses, même si c'est ce qui a été employé par le souverain, la plus haute autorité du pays lors du discours du 29 juillet dernier, 2025. Où vont les Marocains? Crise de confiance, crise de conscience, crise de repères, crise sociale sur fond d'inégalité croissante. Où vont les Marocains pour vous, Bouchra Boulouise? Je crois que tu cherches à dédouaner un peu la gouvernance pour une fois, changer un peu de registre. Et à mon avis, oui, il faut se regarder. Il faut se regarder. Il faut se faire des selfies. Il faut utiliser le selfies, l'auto-selfies, parce que c'est le moment de le faire. On ne fait pas des selfies juste pour Internet, mais on doit faire des selfies sur l'intérieur de son esprit. Et c'est la question que tous les Marocains doivent se poser. Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la gouvernance, justement? Sont-ils prêts à aller voter? Sont-ils prêts à se présenter pour les élections? Sont-ils prêts pour s'engager dans leur quartier, dans leurs associations? Sont-ils prêts pour ça et le font-ils? Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une démission collective citoyenne, ça d'une part, et de deux, quand vous mettez le doigt sur la gouvernance, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est les Marocaines et les Marocains qui doivent se prendre en main, ou c'est celles et ceux qui sont en responsabilité, qui doivent tracer un horizon, qui doivent tracer une vision, et aussi qui sont en capacité d'amener le plus grand nombre? Moi, je pense que la gouvernance, bon, c'est normal, c'est un programme politique, c'est une classe politique qui a réalisé son programme pendant 5 ans. Mais de l'autre côté, il y a le récepteur. Le récepteur, c'est le Marocain, la Marocaine. Et je pense que c'est un peu là-bas qu'il faudrait aller chercher un petit peu les sources de blocage, les sources qui ne marchent pas, ce qui ne marche pas. Ce n'est pas toujours la gouvernance. C'est pas toujours les décideurs, c'est pas toujours le responsable, et c'est pas toujours non plus de la responsabilité du citoyen, c'est une espèce de responsabilité partagée. C'est ce qu'on dit en communication. Il y a l'émetteur et le récepteur. Je pense qu'on peut appliquer ça aussi. Il y a l'émetteur, c'est le gouvernement. Bon, celui-là, on lui fait pas de cadeau. Au moment où il faut payer, où il doit passer à la caisse, il passe. On le juge, on le fait tomber. On le critique. Ouais. Mais par contre, effectivement, le selfie sur soi-même, personne ne le fait, celui-là. Est-ce qu'en fait, Bouchra Boulouise, vous considérez qu'il faut aujourd'hui faire beaucoup plus d'introspection individuelle? C'est-à-dire qu'à un moment, que chaque individu, au lieu de pointer du doigt l'autre, effectivement, il pointe son doigt sur lui-même, et quitte à le faire avec un selfie. Oui, parce qu'il y a tous les éléments pour le faire. Aujourd'hui, Internet, l'intelligence artificielle, et tout ça, ça donne des moyens individuels, ce n'est pas des moyens d'État. Hein. On n'est plus dans la gouvernance, là. Moi, je pense aujourd'hui, on est passé à une étape
de développement qui s'appelle plus la gouvernance hiérarchique, c'est-à-dire de haut en bas, mais aujourd'hui, Internet, l'intelligence artificielle s'adresse à l'individu et lui, avec la base de données qu'on met à sa disposition, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est une question aussi d'interrogation que doivent mener aussi les responsables? Parce qu'on le voit aujourd'hui, vous avez fait référence à cet exécutif. C'était il y a une dizaine de jours, le chef de gouvernement s'est exprimé devant les médias audiovisuels publics. Il est un peu surpris d'ailleurs son monde en présentant un bilan avant l'heure de l'action gouvernementale de 2021 à 2025, 24, 25, sachant qu'il reste encore une année de législature. Donc il y avait quelque part un bilan qui a été présenté, et puis de l'autre côté, des critiques qui sont tombées. Et puis, du coup, le Marocain ne sait pas trop qui dit vrai, qui dit pas vrai. Est-ce que du coup, chacun regarde ça de son propre prisme, en fait, en fonction de lui, ses conditions de vie, voilà, et que du coup, ces deux discours entre ceux qui ont fait la promotion de la réussite de ce bilan gouvernemental et ceux qui l'ont critiqué, au milieu, il y a le citoyen qui est un peu perdu, et surtout qu'il y a une autre méthode, en fait, d'évaluation. Moi, je vois un petit peu ta question, où est-ce qu'elle va. Il y a quand même une réponse qui se trouve au sein de l'opinion publique et de l'électorat. Le gouvernement, de toute façon, s'il est appelé à partir, Il partira. c'est le jeu démocratique constitutionnel, c'est normal. Mais par contre, qu'est-ce qui sanctionne l'opinion publique? Qu'est-ce qui la sanctionne dans ses choix ou ses non-choix ou sa non-participation ou son non-implication? Parce que c'est facile de juger, de regarder la grue qui construit, comme on disait tout à l'heure. C'est facile tout ça. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est d'aller rentrer dans le champ de bataille avec la classe politique, avec elle, avec les... Sauf que pour se bagarrer, certains considèrent que les dés sont pipés, que on le voit dans les écuries politiques, faire sa place, c'est pas évident. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une désertification des... C'est ça qui fait le passage d'une société inerte à une société à la cité grecque démocratique, où la démocratie est née. La démocratie, elle ne naît pas avec un public spectateur et jamais content en plus. Est-ce que vous considérez, Bouchra Boulouis, qu'on a un public en fait qui est composé très souvent et sans aucune vulgarité, aucune bien entendu, d'assister? Est-ce qu'aujourd'hui, d'assister, en fait, vous avez employé le terme de spectateur, mais est-ce qu'en fait, nous sommes tous des assistés et que du coup, quand il y a une sortie d'un membre du gouvernement ou du gouvernement, on a une réaction qui provient d'un assisté, spectateur, qui n'est pas du tout engagé? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a un peu de ça. Il y a une espèce de morosité aussi qui accompagne. On n'est jamais content, c'est jamais ça, c'est jamais bon. Il manque toujours quelque chose. Mais il y a aussi l'autocritique. Même pas une autocritique, un esprit critique. C'est très important, un esprit critique. Et il ne vient pas tout seul. C'est du travail sur soi. C'est du travail on parlait de l'intelligence artificielle, elle offre ça. On ne comprend pas quelque chose, on l'interroge et puis on arrive un petit peu à se faire une opinion. Mais on ne reste pas assis à regarder des candidats donner de l'argent pour acheter une voix, installer un gardien dans une maison le temps du vote. Ça, je l'ai vécu et j'en voulais beaucoup plus. D'ailleurs, c'est le RNI qui avait gagné dans la circonscription où vous êtes présenté. Dans ma circonscription. Mais j'en voulais plus aux habitants, à ceux qui doivent voter, ceux qui doivent s'inscrire, plus qu'à la classe politique c'est le RNI qui avait gagné. Mais eux ont fait leur boulot, ils se sont adaptés, ils ont sorti un peu de sous, ils ont distribué un peu de cash, et puis ils savaient qu'ils avaient besoin de 20 voix, ils savaient qui c'était. Le gardien, la femme de ménage, on leur loue une maison, on les installe le temps du vote, et puis ça se passe comme ça. Mais alors les habitants, les propriétaires des maisons, les gens qui paient des impôts sur place, les gens qui viennent vivre quelques mois de l'année dans ces maisons-là ou qui vivent dans... Mais alors, quel est leur rapport à leur quartier? Quel est leur rapport à la commune, à la collectivité? Après, l'électeur, il fait ce qu'il veut. L'élu, le candidat, il n'est pas sanctionné, il
ni par l'habitant, ni par le... Alors, la citoyenneté, elle est où, en fait? Est-ce que c'est l'État qui doit se mêler de la citoyenneté? Non. L'État, il met des lois pour organiser. Mais c'est pas lui, c'est la commune, c'est à l'échelle... Les politiques sont censées encadrer les populations. Mais bien sûr. Donc conscientiser aussi, c'est les politiques. Alors aujourd'hui, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue depuis 20 ans. C'est pas le politique qui doit faire le job, c'est les électeurs qui doivent être matures et les citoyens qui doivent être engagés. Sauf que ça fait 20 ans, 25 ans, on n'arrive pas à sortir de ça. On est à l'approche d'une nouvelle échéance que certains considèrent capitale, stratégique, avec ce Momentum Maroc 2030, et tous les instituts de sondage et les indicateurs mettent en relief, en tout cas, et nous affirment ou réaffirment le fait qu'il y a une crise de confiance structurelle à l'égard des institutions. Il y a une crise de confiance, tu trouves? Ouais. Crise de confiance à l'égard des institutions, des partis politiques. Je vais peut-être faire un peu de psychanalyse, là, c'est pas mon métier, je vais essayer. Mais je crois qu'il y a une crise de confiance en soi d'abord. Individuelle. Elle est là, elle est dans ce soi personnel, individuel, qu'on n'identifie pas réellement. C'est-à-dire on a une maladie, on a quelque chose, on n'est pas citoyen, on ne sait pas ce que c'est qu'être citoyen si on n'est pas inscrit dans une liste électorale. C'est qu'on ne l'est pas. Donc de quoi, comment cet homme ou cette femme vont agir dans la société s'ils ne sont pas eux-mêmes conscients de leur citoyenneté. Et qu'est-ce que vous diriez? C'est pas l'État c'est pas le ministère de l'Intérieur qui va arriver à eux, rentrer dans leur maison, jusque dans leur chaumière, dans leurs neurones, et leur dire voilà. Pour les forcer à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. Ouais. Mais, et ceux qui vous diraient, qui vous écoutent attentivement, Bouchabou-Louise, qui vous diraient mais de toute façon même que je vote ou pas, ça ne changera rien. Parce que très souvent, c'est un sentiment aussi diffusé et dilué au sein de la société en disant, effectivement, même si je m'inscris sur une liste électorale, même si je vais voter le jour d'une élection et le jour d'un scrutin, ça ne changera rien. Je vais me permettre de dire, ça, c'est quelque chose qui s'est perdu, qui existait au Maroc. Mais ça s'est perdu, effectivement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. Autrefois, quand les partis politiques jouaient leur rôle, l'électeur, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Il en savait beaucoup plus que l'élu, d'ailleurs. Donc, il y avait une vie politique. Donc, il y avait une conscience politique plus... Il y avait une conscience politique. Mais à l'époque, c'était clair. Il y avait la gauche, la droite, les institutions, il y avait l'État démocratique, l'État-nation, tout ça, c'était des concepts... C'était bien segmenté. C'était des concepts, des réalités aussi, que les citoyens et la classe politique vivaient ensemble. D'accord ou pas d'accord, mais ils étaient là. Il y avait une prise de conscience et une citoyenneté qui arrosait toute la société, mais jusque dans les chaumières. Mais aujourd'hui, tout ça, ça semble quelque chose d'étranger, d'étrange, de diffus. On ne sait pas très bien. Tout ça a disparu, cette conscience politique, ça a disparu de la mémoire collective. Oui. Parce que vous faites partie, vous, d'une génération, effectivement, qui a engagé, qui a vécu aussi ce paysage politique qui était bien segmenté d'un point de vue idéologique, si j'ai bien saisi. Alors aujourd'hui, on est dans un autre Maroc, dans un autre monde et dans un autre Maroc. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aux politiques de s'aligner à cette nouvelle donne, compte tenu qu'il y a une demande qui a évolué? Mais les politiques ont-ils les moyens de le faire? C'est ça le problème. Les politiques, ils viennent parce qu'il y a une base sociale qui les supporte. Mais s'ils n'ont pas cette base sociale, ça reste un petit groupe, peut-être même de copains qui se retrouvent entre eux et qui discutent d'un projet de société, et puis c'est tout. Mais c'est pas ce dont je parlais il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était des masses. On parlait des masses populaires, on parlait de la classe ouvrière, on parlait du prolétariat, on parlait des urbains, c'est-à-dire les gens en marge qui étaient dans les banlieues. Ils correspondaient à des concepts sociologiques, anthropologiques, politiques qui avaient leur poids. On savait de qui on parlait. Quand un parti s'adressait à ses électeurs, il savait quelle catégorie socio-professionnelle ou sociale aimait ce qu'il disait, aimait son discours. Mais aujourd'hui, c'est la confusion.
Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? Qu'est-ce que c'est que la gauche? Qu'est-ce que c'est que le socialisme? Qu'est-ce que c'est que l'islamisme? Qu'est-ce que c'est que le social? Que les islamistes, par exemple, s'accaparent comme si c'était leur chasse gardée. Mais maintenant, tout ça, ça s'est mélangé. Donc je pense qu'il y a une perte de repères conceptuels. Et c'est Est-ce que ça, c'est inquiétant, Bouchra Boulouis? Parce qu'on dit d'un côté Memento Maroc, on a des rendez-vous importants, on va être dans les radars mondiaux dans moins de 5 ans. Et en même temps, on a une société aujourd'hui qui est traversée par des courants destructeurs d'un point de vue idéologique. Oui. Est-ce que ça, c'est inquiétant? Bien sûr que c'est inquiétant. Parce qu'en même temps, on ne fait rien pour que ça... Là, on ne fait rien pour que ça change. Ces catégories-là qui jouent des confusions, parce qu'ils se jouent des confusions, ou eux-mêmes ce sont des ignorants, j'en sais rien. En tous les cas, ils profitent de ces confusions, de cette disparition de lucidité, de la vie politique, de clarté qu'il y avait dans une vie politique. Moi, j'ai grandi dans une vie politique qui, bon an, mal an, se comportait bien. On votait à droite ou au centre. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, le paysage était clair. Était là, et la monarchie était fédératrice, et les institutions marchaient et mettaient les limites, etc. Ça existait, ça, c'est pas quelque chose qui n'a pas existé. Bon, il pouvait y avoir, bien sûr, un petit coup de main à gauche, un petit coup de main à droite, mais il y avait moyen. Il y avait suffisamment disons, de virulence du côté de l'opposition, parce qu'il y avait des oppositions virulentes, pour qu'on arrête pour qu'on ne soutienne pas une partie au détriment de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est un peu le flou, un grand flou. Est-ce que ça s'est accéléré ces dernières années? Sans vouloir personnifier, oui, est-ce que vous considérez qu'effectivement, ces 2, 3, 4 dernières années, c'est un phénomène qui a connu une accélération? C'est-à-dire cette perte de conscience politique, cette perte de conscience citoyenne, cette perte aussi de niveau d'intensité du débat public. Oui, moi je trouve que le débat public s'est appauvri énormément. Les médias, je pense qu'elles ne jouent pas beaucoup leur rôle non plus. Les espaces d'échange et de concertation entre gens de l'esprit, des gens qui ont des choses à dire, il n'y en a pas. Dites-moi où est-ce qu'on peut trouver une émission ou quelque chose qui fait appel au fond, un fond d'esprit, un fond... On l'a perdu en termes on les a perdus, de femmes et d'hommes de conviction. En fait, est-ce que c'est ça aujourd'hui? Vous dites quelque part, il y a aussi une responsabilité des médias qui sont un petit peu le relais entre les décideurs politiques et les opinions publiques, et en l'occurrence les populations. Est-ce que du coup, c'est ça en fait? C'est se dire, voilà, aujourd'hui, la conviction, d'avoir une conviction, on a de moins en moins de Marocains qui ont des convictions. On a de moins en moins de politiques qui ont des convictions. On a de moins en moins de médias et de journalistes engagés avec conviction. Est-ce que cet écosystème, est-ce que c'est dans cet écosystème-là que nous sommes? Le moins dont vous parlez est vrai. Il y a moins de choses qu'avant. Moi, je partage cette opinion. Mais par contre, il y a pas de lieu aujourd'hui, des espaces communs où on peut mettre ensemble des gens qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas la même vision. Qui ont une pensée différente. Est-ce que les réseaux sociaux... Parce qu'aujourd'hui, critiquer, avoir l'esprit critique, ça signifie critiquer, et le Marocain n'aime pas la critique. Cette réalité aussi, il faut vraiment... Il n'aime pas la critique ou n'aime pas être critiqué? Il n'aime pas la critique, parce qu'il la confond avec l'esprit critique. Donc il y a aussi une confusion à ce niveau-là. Ah oui, et ça, c'est pas le gouvernement. Et ceux qui considèrent que, en fait, le véritable espace aujourd'hui, où il y a du débat, où il y a des prises de position politiques au sens large du terme, c'est sur les réseaux sociaux, qui sont un peu le baromètre, voire un peu le thermomètre politique et social des opinions publiques. Et qu'en fait, il y a une espèce de déplacement qui s'est fait aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, avec tous les risques, bien entendu, que ça comporte en termes de dérive. Les réseaux sociaux, personnellement, je suis très actif là-dedans, et heureusement que je les ai trouvés. Parce que les espaces dont je parle, l'absence d'espace,
c'était flagrant, c'était impossible à vivre. On était obligé d'émigrer ou de s'exiler dans des pays où on pouvait trouver quelques espaces et quitter le pays. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Aujourd'hui, on nous amène régulièrement des intellectuels marocains du monde, des chercheurs, des choses comme ça. Pourquoi ils sont là-bas? Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont voulu, ils ont choisi. Ils sont là-bas parce qu'il fallait travailler leur domaine. Et puis ici, il n'y avait pas les conditions, n'étaient pas remplies pour ça. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, heureusement, on remplit le vide. C'est soit l'immigration, soit au moins sur un réseau social, au moins on communique, on sait ce qui se passe. Les médias, il y a des médias en plus qui ont bien investi, et puis il y a l'opinion publique qui se manifeste là-dedans. Donc, ça a été un régulateur dans la vie spirituelle, sociale, économique et tout ça des individus. Est-ce qu'en même temps, ça a été aussi un instrument, enfin, en tout cas, une régulation sociale d'un côté, et puis en même temps aussi un régulateur qui s'est traduit par les dérives. On voit des invectives, on voit des insultes, on voit des articles ou des photos ou des vidéos très intimes qui circulent sur des personnes. Sans qu'il y ait une protection juridique à ce niveau-là. Je crois qu'il y a un projet de loi d'ailleurs qui devrait sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais est-ce que là aussi, on a les deux pendants? Oui, bien sûr qu'il y a des dérives. Mais il y a quand même... il y a à boire et à manger, évidemment. Oui, c'est le western. Hein, les réseaux sociaux, c'est le western. Dans le Far West, plutôt. Dans un Far West. Donc il y a les cow-boys, les Indiens, et puis c'est le plus fort, celui qui a le Colt. Et puis aussi la construction du chemin de fer en même temps, et puis on bâtit des villes, et puis on cherche les champs pétroliers, et puis voilà, il y a tout ça aussi. Donc c'est ça, c'est le Far West, c'est les réseaux sociaux. Mais maintenant c'est dommage qu'il n'y ait que les réseaux sociaux qui permettent ça. Pourquoi les chaînes de télé ne le permettent pas? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de chaînes de télé? Parce que c'est quand même c'est limité. Pourquoi les émissions ne sont pas des espaces de discussion? On attend un événement, le salon de quelque chose pour aller discuter entre collègues et tout ça, une fois par an, alors que ça devrait être du régulier, du continu, Est-ce que du coup il y a un désalignement entre les ambitions d'un Maroc qui avance, d'un Maroc qui gagne, d'un Maroc qui progresse? On l'a dit, c'est la CAN en 2025, des événements sportifs de dimension africaine à la fin de l'année, puis cette fameuse co-organisation de Coupe du Monde 2030. Donc on a l'impression qu'en fait on a ces deux Maroc. On parlait de Maroc à deux vitesses ou Maroc à plusieurs vitesses, et qu'on est confronté à cela aujourd'hui, et que le véritable défi, ça va être de créer des passerelles, voire des convergences. Et on a du mal. Quand on voit ce qui s'est passé à Agadir, le City, un petit peu tout, voilà, cette dénonciation de la gestion de l'établissement de soins publics régional, et sa gestion d'ailleurs en matière de communication qui a suivi. Voilà, on s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'en fait on est, ce que vous disiez un petit peu, c'est un peu le Far West, entre il y a les cow-boys, les Indiens, et puis du chemin de fer, et puis il y a beaucoup de brouhaha. Moi, je crois qu'il faut utiliser le modèle, parce que c'est un modèle économétrique, économique et tout ça. Le football, ça nous a donné la preuve que c'est ça peut être un booster social. Voilà. Ouais. Économique aussi. Donc, à mon avis, ce modèle, il devrait être appliqué et dans d'autres secteurs. Pas uniquement le ballon, mais dans d'autres secteurs. Le secteur de la culture, le secteur de la littérature, le secteur du cinéma, le secteur de l'histoire, les secteurs de l'esprit. Il faut absolument utiliser ce même modèle. On n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'y a qu'à dupliquer, mettre l'argent qu'il faut, les infrastructures qu'il faut au niveau de chaque région, des espaces où les gens se rencontrent, où s'auto-éduquent, s'éduquent entre eux, etc. Sauf que ce que disait votre prédécesseur qui était ici même présent la semaine dernière, Driss Jayden, il disait, mais en fait, pour pouvoir consommer à juste titre d'ailleurs, et comme il se doit, de la culture, de la réflexion, de la pensée, et de la pensée critique également, parce qu'il n'y a pas que l'esprit, il y a la pensée également critique, il faut déjà avoir à s'ouvrir des besoins primaires, c'est-à-dire déjà être dans une dignité sociale en termes de statut, d'avoir une activité professionnelle,
gagner suffisamment sa vie et avoir des revenus aussi pour pouvoir ensuite aspirer à passer à l'étage supplémentaire, c'est-à-dire pour une espèce de tente vers un épanouissement culturel et intellectuel. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas. Je pense parce que depuis les années 50, 60, 80 et tout, on a mis le développement économique comme étant la sortie du sous-développement, c'était ça. Et la solution à tous les maux MAUX. Juste tout de suite après la décolonisation, c'est le développement économique, infrastructure, développement économique et tout ça. Effectivement, il y avait des gens qui disaient mais c'est pas suffisant, il faut autre chose pour développer. Le développement, il se fera pas sans la superstructure. C'est selon les marxistes, quoi. C'était une thèse marxiste. Qu'est-ce que répond plutôt la thèse marxiste? Elle répond que une fois que le développement économique, infrastructure est fait, on peut passer ensuite à l'étage. Ça suivra. Or, ça n'a pas suivi. Au contraire, je pense que plus le développement économique, infrastructure s'est développé, plus ces superstructures ont rétrogradé. Et souvent dans les sociétés musulmanes, on a assisté à ce phénomène-là. Donc, d'où la montée des islamismes, la catastrophe disons, de ces pouvoirs autocratiques, etc., ne viennent pas de l'infrastructure, ils viennent d'autre chose. Ils viennent justement du fait qu'il n'y avait pas autre chose. Il y avait infrastructure, il n'y avait pas autre chose. Alors aujourd'hui, je pense il faut tirer des leçons de tout ça. Sauf que tout va vite aujourd'hui, on le voit à travers le monde d'ailleurs. Et je pense que les superstructures, c'est elles qui tirent l'infrastructure. Ça, en tous les cas, c'est ma conviction maintenant. Puis une fois que la base est là, installée, les gens ils ne meurent pas de faim, ils essayent de faire. Mais à mon avis, si la superstructure les nourrit, avec ce qu'ils mangent en dose, il peut y avoir un équilibre. L'équilibre sera là et ça change le mode de vie, et ça change le mode de fonctionnement, et ça changera. Bouchra Boulouis, par rapport à ce momentum 2030, vous en tant qu'essayiste, intellectuel, écrivaine, vous voyez ça, quand on a aujourd'hui de la data, le HCP, accroissement des inégalités spatiales, sociales, moins de pauvreté, mais beaucoup plus de précarité, une classe moyenne qui a complètement implosé. Parce que je rappelle que plus de 60% de la classe moyenne, c'est appauvri, c'est précarisé en tout cas. Par rapport à cet horizon-là, comment vous voyez les choses les choses vont bon an, mal an, ça va, voilà. Il y aura ceux qui seront du bon côté, ceux qui seront du mauvais côté, ceux qui, voilà, parce qu'on se dit, un Maroc est à plusieurs vitesses. Je ne pense pas que ce soit effrayant, ce genre de choses, parce que on reste toujours dans l'infrastructure, là. Ça, c'est les causes économiques. Le développement, il faut qu'il soit économique. À mon avis, les bases de cette économie sont déjà bien engagées, donc il y a des choses à remettre en phase, mais sinon les bases sont là. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est cette superstructure qui accompagne. Je reviens à mon idée, c'est la superstructure qui accompagne ce développement qui manque. Les écoles, les hôpitaux. Les hôpitaux, les espaces de rencontre où on peut s'échanger, qui ne soient pas uniquement des mosquées ou des endroits ou des cercles pour privilégier, parce qu'il y a les deux en fait. On est toujours sur les deux extrêmes. Exactement. Mais est-ce que ça, c'est pas le plus difficile à faire? Est-ce que ça, c'est pas le plus difficile à faire? Mais je pense. Je ne veux pas dire que construire des stades ou des routes ou des autoroutes ou des ports, c'est facile à faire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'effectivement, d'essayer de tendre vers plus de cohésion sociale, est-ce que ça, c'est le plus dur? À mon avis, c'est le plus dur. Parce qu'on a des siècles de retard sur cette question. Et ces siècles se cumulent. C'est normal, le retard. Le retard, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Et bien, ce retard, on le paye et on continuera à le payer. Parce que tant que les superstructures ne sont pas mises à niveau, on sera en train de regarder les grues se construire, démolir, monter. Tout des ça. Étages montés, puis ouais. Mais on sera toujours des spectateurs aveugles et des spectateurs pas contents et puis des spectateurs frustrés, quoi. On restera dans une espèce de frustration et c'est celle-là, c'est sur cette frustration qu'il faut agir. Et vous appelleriez
coup d'accélérateur à donner, d'ores et déjà, pour pouvoir effectivement essayer d'amener un maximum de concitoyens Ouais, vis-à-vis de cette dynamique 2030, ouais. À être actif, à être actifs. à ne pas être des gens passifs, quoi, à être actifs, mais intelligemment, bien sûr. Et puis c'est ce que je disais, c'est des modèles maintenant, il suffit de les régionaliser. Les régions, c'est ça maintenant. Il faut descendre, il faut quitter le sommet de l'État et descendre dans le territoire. C'est le territoire qu'il faut investir de ces projets superstructure, infrastructure, mais pour la superstructure. Et au bénéfice des populations. Hmm. Et au bénéfice des populations. Et au bénéfice de tout le monde, de tous les Marocains. Dernière petite question, cette échéance électorale 2026. Alors, je suis encore plus à l'aise pour vous poser cette question, vous qui avez décidé un jour, il y a 4 ans, de vous engager politiquement au travers d'une élection. Est-ce qu'elle est importante, capitale, justement, Oui. pour pouvoir effectivement réconcilier les Marocaines et les Marocains avec eux-mêmes et avec leur environnement? Exact. Ben, il faut les mettre à l'épreuve. Il faut mettre les Marocains. Nabil Ben Abdallah, la dernière fois que vous l'avez invité, il l'a dit. Il faut qu'ils soient mis à l'épreuve eux-mêmes. Vous voulez quel Maroc? Vous voulez un Maroc où vous serez bien? Ben, allez-y. Engagez-vous. Engagez-vous. Sinon, personne ne viendra le faire à votre place. Donc il faudra juger sur pièce en 2026. Prochaines élections, ça sera un véritable baromètre entre celles et ceux de maturité et de conscience politique du peuple Marocain, dans son ensemble. Exactement. De l'ensemble des Marocains. Donc ne pas attendre que le succès de la CAN ou le succès de la Coupe du Monde, de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, le véritable succès, en fait, doit être individualisé, et la prise en main et la prise de conscience de l'individu. Ça, c'est un événement sportif, c'est une infrastructure, c'est bien, mais c'est pas un projet de société, c'est pas un programme politique intégré, quoi. C'est un événement, même s'il est de taille mondiale et planétaire. Ça fait plaisir, ça fait du bien, tout le monde est content. C'est vrai que ça booste, c'est euphorique, il y a de l'euphorie, un peuple euphorique, c'est très bien. Enfin, attention, hein, un peuple masculin euphorique. Parce que le peuple féminin, il en a absolument rien à faire. Bah oui, et là, c'est quand même, ça reste un... Certains vous diraient l'autre jour que lors du match d'inauguration d'ailleurs du stade, ici même à Rabat, à quelques kilomètres, stade Moulay Abdallah, le nouveau stade de foot, où il y avait le Maroc-Niger, il y avait beaucoup et majoritairement a priori des femmes qui étaient dans les gradins, dans les tribunaires, qui faisaient beaucoup de selfies. Pas forcément pour se donner, je ne sais pas si c'est pour donner ou pas bonne conscience d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de femmes dans les tribunes, depuis d'ailleurs, avant certains considèrent que c'est un effet Qatar 2022. Oui, mais la présence, ça ne veut pas dire être dans le rêve que le foot, ça va changer le monde. Elles ne sont pas dans ce rêve-là. Les hommes, oui, ils le sont. Ils s'imaginent que le foot peut changer le monde. Donc, là, ça, c'est une autre vitesse. Un autre Maroc à 2 vitesses, le Maroc hommes et femmes. Celui-là, il faut aussi agir dessus. Il faut que les femmes se sentent bien aussi. Il faudrait qu'elles soient bien dans leur peau pour pouvoir participer en tant que citoyennes à part entière et qu'elles aient tous leurs droits. Donc beaucoup plus d'inclusion également. Beaucoup plus d'inclusion. Oui. Ouais. À l'égard des femmes. À l'égard des femmes. Ouais. Et puis des changements dans les droits. Hein. Il y a encore des On attend la nouvelle version de la Moudawana pour ça. Bien sûr. Vous avez des infos sur la Moudawana? Il faut l'accélérer, hein, celle-là. Vous avez des infos sur la Moudawana? Non. Non. Il paraît qu'il y a eu des réunions. J'avais des amis qui sont dans des associations qui sont en train de travailler sur ça. Mais vous savez, ça fait combien de temps qu'on travaille sur ça? Des années. D'abord des siècles. Maintenant, je reviens toujours à mes siècles. D'abord des siècles. Et pour la petite histoire, oui, ça fait au moins 50 ans. Alors quoi? Il est où le problème? Ou alors, où est la solution? C'est un problème ou une solution? On a mis en place plein de solutions. Elles ont toujours été... elles n'ont pas été retenues. Les solutions, elles sont apparues. C'est quand même...
Non, il y a encore une fois un selfie masculin à ce moment-là à faire. Les Marocains doivent se regarder un peu dans le miroir et se dire quels sont mes privilèges, où c'est que je dois mettre fin à certains privilèges et à quel moment je dois m'arrêter. Voilà. Et les femmes, évidemment, se dire jusqu'à quel moment je dois rester soumise et subir les droits qui me sont refusés à moi. Donc chacun et chacune son selfie. Selfie, mais bien sûr. Merci infiniment, Bouchra Boulouise, essayiste, écrivaine et consultante en communication pour cette contribution à valeur ajoutée sur comment redonner du sens à un sens individuel, beaucoup plus, parce que j'ai retenu beaucoup le selfie que chacun doit faire sur lui-même pour essayer aussi de pouvoir contribuer collectivement à une amélioration des conditions de vie de chacun et réduire aussi tant qu'on peut ces fractures, parce qu'on parle de fractures sociales, et d'autres formes de fractures aussi, parce qu'elles ne sont pas que sociales, qui traversent notre société dans la perspective de 2025-2030, voire bien au-delà, parce que le véritable défi et le véritable enjeu sera celui-ci, c'est de franchir un nouveau palier de croissance, de développement, mais en embarquant avec soi le maximum de Marocaines et de Marocains. Exactement. Merci infiniment, Bouchra Boulouise. À très bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.